outro fator é entender country. Toda experiência esta terra. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Monsieur Fabius. Bonjour. Monsieur le Président, merci de nous accorder cet entretien dans le cadre de cette série des entretiens de l'avenir. Je ne reviendrai pas, même si on va le faire tout au long de notre entretien, sur votre longue carrière et l'ensemble des responsabilités politiques éminentes qui furent les vôtres et qui sont encore les vôtres, puisque je rappelle, pas à vous, mais à celles et ceux qui nous écoutent, que vous êtes actuellement président du Conseil constitutionnel, qui évidemment occupe une place éminente dans l'architecture institutionnelle française. Peut-être d'ailleurs pourrions-nous terminer par cela notre entretien. Mais je voudrais tout de suite commencer cet échange par une question que je pose à chaque fois à l'ensemble des amis qui ont accepté de jouer le jeu. C'est d'abord votre entrée en socialisme, comme l'on disait à l'époque, il y a donc quelques années. Vous êtes évidemment, vous rentrez, j'allais dire, dans la seconde moitié de la décennie 70 dans les cadres du Parti socialiste, très rapidement avec une ascension fulgurante qui fera quelques jaloux. Mais je voudrais qu'on revienne justement sur ce moment du début des années 70 où vous êtes vous-même en train d'achever votre cycle d'études, puisque vous êtes étudiant à l'ENA, de 71 à 73, après quelques menus diplômes, une agrégation, l'IEP de Paris, bref, l'ENS évidemment, pour préparer l'agrégation de lettres modernes. Donc qu'est-ce qui fait que, juste après la présidentielle de 74, vous sautez le pas en quelque sorte et vous prenez votre carte au Parti socialiste? Quel est le cheminement intellectuel, amical sans doute, de rencontre, qui fait que vous poussez la porte? D'abord, merci de penser à moi pour ce qui est destiné à des archives, si je comprends bien. Alors, nous sommes, au moment où je vous parle, en décembre 2021. Et il est vrai que je préside le Conseil constitutionnel et parmi les obligations qui sont les miennes, il y a l'obligation, enfin le devoir de réserve, de ne pas tenir des propos politiques sur la situation présente, la situation future. Mais en ce qui concerne le passé, vous allez m'interroger surtout sur le passé, il n'y a pas de difficulté. Mais ceci explique que peut-être à un certain nombre de questions que vous pourriez me poser, j'aurais peut-être des réponses moins directes qu'à d'autres moments. Alors, l'entrée en militantisme. Moi, j'ai toujours été de gauche, mais je n'ai pas toujours été militant, pas du tout. J'étais d'une famille qui était de gauche, radicale et socialiste, mais qui ne s'intéressait pas du tout à la politique. Et moi, pendant ma jeunesse, j'ai consacré cette jeunesse essentiellement aux études et au sport. Bon, c'était les deux pôles qui m'ont mobilisé. Et quand j'ai terminé mes études, vous les avez citées, de lettres à Normal Sup, à l'ENA, etc., j'avais des amitiés qui étaient des amitiés de gauche, et notamment un ami, je ne sais pas si vous l'avez interviewé, qui est Jérôme Clément. Qui fut responsable président d'Arte, voilà, autre chose, qui a fait toute une série de choses importantes, notamment dans la culture. Et nous étions vraiment très amis avec Jérôme. Lui-même était militant. À l'époque, il était militant dans ce qu'on appelait le CRS. Et nous discutions ensemble très souvent. Je n'étais pas membre à part entière du Parti socialiste au moment de l'élection de 1974. Mais j'ai sauté le pas ensuite. Est-ce que c'était à cause de la défaite de 1974 ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me paraissait naturel. Et puis, c'est un moment où j'avais terminé mes études et j'entrais dans la vie active. Voilà comment ça s'est fait. J'avais une conscience politique, oui, mais aucune expérience, à proprement parler. Alors, comment ça s'est fait ? Moi, je suis entré dans une section parisienne qui était dans le 6e arrondissement.
dans ma mémoire, le 6e arrondissement n'est pas l'arrondissement le plus socialiste de Paris. Toujours pas. Il y a d'ailleurs un certain rapport, en général, sans être archéo-marxiste, entre le prix du mètre carré et les orientations politiques. Mais enfin, c'est là où j'ai adhéré. En même temps, comme j'étais prof d'économie et que j'avais un certain nombre d'amis qui militaient au Parti socialiste, assez vite, je suis devenu le secrétaire de la commission, je ne sais pas exactement comment elle s'appelait, mais enfin qui s'occupait d'économie et qui préparait les programmes, les projets du Parti socialiste. Donc voilà, j'étais un militant de base. Contrairement à la légende, je ne connaissais absolument pas François Mitterrand. Et donc j'ai milité comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, ça c'est le hasard de la vie, Robert Badinter, que je ne connaissais pas encore, était en train de préparer un ouvrage pour le compte de François Mitterrand sur les libertés. Liberté. Voilà, liberté. Et Robert, et puis ceux qui étaient autour de lui, il y avait Michel Serres, le philosophe, il y avait Jean-Denis Bredin, Régis Debray, Paul Guimard. Bon, il y avait un petit groupe comme ça qui cherchait quelqu'un qui, enfin, dans un autre contexte, on aurait dit un agrégé sachant écrire. Bon, c'est tombé sur moi, et je me suis joint à leur petit groupe, et très vite on est devenus amis. On a fait le livre, par ailleurs, mais c'était un par ailleurs. L'essentiel, c'était quand même des relations amicales. Il y avait beaucoup de rugbymen parmi nous. Moi-même, je jouais au rugby, malgré en physique, enfin, je jouais à l'aile. Ailier, oui. Ça correspond plus je courais très, très vite. Oui. Bon, donc, on est devenus amis, et notamment avec Robert, c'est un ami, non pas de 30 ans, parce que 30 ans, il faut se méfier, mais de presque 50 ans. Mais maintenant, on a passé la barre. Voilà, on a passé la barre. Et donc, voilà, on a fait ce petit bouquin, et on est allé le présenter à François Mitterrand, qui alors était premier secrétaire du PS. Et on était autour d'une table, comme ça, on a fait un petit tour de table, et j'ai dû dire 3 mots, et le lendemain, ou le surlendemain, j'ai reçu un coup de fil de la secrétaire de François Mitterrand, qui me dit, le président, il était président de rien du tout, mais on l'appelait toujours le président. Bon, c'est comme ça. Le président voudrait vous voir. Je suis allé le voir. À l'époque, j'étais jeune auditeur au Conseil d'État. Conseil d'État. Bien. Je suis allé, et donc militant de la 6e, enfin du 6e arrondissement, et secrétaire de la condition économique, de base. Et il m'a dit, écoutez, on m'a parlé de vous en bien, une fois n'est pas coutume. Et bon, on a un petit peu parlé, et je raconte parfois cette histoire. Il m'a dit, voulez-vous devenir mon directeur de cabinet ? Silence, et il ajoute, je vous précise que je n'ai pas de cabinet. Bon, ça c'est la synthèse mitterrandienne. J'ai un peu réfléchi, et puis je lui ai dit oui. Et donc, je suis devenu directeur du cabinet de François Mitterrand, ce qui consistait essentiellement à l'époque à corriger les lettres, les fautes d'orthographe, etc. Bon, mais c'est très important, parce que c'est peut-être pas le centre de vos recherches, mais Mitterrand considérait que chaque contact qu'on a avec quelqu'un qui vous écrit, auquel on répond, c'est un contact unique. Et donc, qu'il faut être très, très attentif à tout ce qu'on écrit, et qu'il n'y a pas de petits dialogues. Tout est important. Et j'ai gardé ça dans ma tête, notamment ensuite, après, dans votre travail, dans mon travail local, municipal, d'élu. Bon, voilà, je deviens directeur de cabinet du François Mitterrand, qui n'a pas de cabinet. Et puis après, les choses se sont faites, j'allais dire naturellement, c'est-à-dire que Mitterrand considérait, il n'avait pas tort, que dans cet univers un peu particulier qu'est le Parti socialiste, mais qui fait partie quand même de la nature humaine, on n'existe pas si on n'a pas de titre. Voilà, c'est la titulature, auraient dit les Romains. Et donc, j'ai été bombardé, je ne sais pas quoi, délégué à quelque chose. Il y avait beaucoup de délégués. Il y avait des organigrammes absolument
énorme. Je ne dis pas qu'il y avait autant de délégués que de membres du Parti socialiste, parce qu'à l'époque, il y en avait quand même beaucoup de membres. Mais enfin, c'était un organigramme fourni. Et j'ai pris petit à petit des responsabilités. Et puis, il s'est trouvé, sans que, contrairement à la légende, ce soit François Mitterrand qui m'y envoie, que je me suis retrouvé, je vais vous dire dans quelles conditions, en Seine-Maritime, en Normandie. Alors, Grand-Quevilly. À Grand-Quevilly, exactement. Grand-Quevilly. L'histoire est assez simple. À l'origine de ce déplacement, qui n'est pas bien grand, puisque la Normandie est pas loin de Paris, c'est Michel Charasse. Michel Charasse avait été secrétaire du groupe socialiste à l'époque, du groupe parlementaire, à l'Assemblée nationale. Et Michel était quelqu'un de très chaleureux, comme ça. Et il était très ami avec des vieux, aujourd'hui, je suis mal placé pour dire ça, des parlementaires. Des anciens, en tous les cas. Des bien anciens, implantés. Très implantés. De l'ancienne SFIO qui avait suivi la ligne stratégique de François Mitterrand. Exactement. Et parmi ces anciens fortement implantés, il y avait un parlementaire qui s'appelait Tony Larue. Tony Larue était le maire de la ville de Grand-Quevilly, ville ouvrière. Et il connaissait assez bien sa ville, puisqu'il a été élu pendant 60 ans. Bon, ce qui fait qu'au bout de 60 ans, on commence à connaître les citoyens. Et Tony Larue avait un adjoint, mais pour des raisons diverses, tenant la maladie, cet adjoint qui devait lui succéder n'a pas pu lui succéder. Donc, Tony Larue, qui est un homme très fort et sympathique, issu de la SFIO, a proposé à Michel Charasse de venir l'aider. Et Michel, lui, a dit non, moi je suis implanté dans le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, par là, et donc Puy-Guillaume exactement, mais je connais un garçon qui est formidable, c'est Michel Charasse qui parle, qui est Laurent Fabius, je vais te le faire rencontrer. J'ai rencontré Tony Larue, et on s'est tout de suite beaucoup apprécié. Et Tony m'a dit, écoute, je crois, viens, et il n'y a pas de garantie, mais viens m'aider. Donc, Essayons. Pardon ? Essayons. Donc, je me rends, je deviens militant, alors là non plus parisien, mais de Normandie, à Grand-Quevilly. Et puis, là, le contact se fait. Et j'apprends énormément de choses, parce que moi, je connaissais beaucoup de choses dans ma tête, mais j'étais d'origine parisienne, je ne connaissais pas vraiment la société française dans sa réalité. Et là, auprès de Tony Larue, et dans cette région de Normandie, j'ai fait mes classes. Et c'est là que j'ai tout appris. Et j'ai été ensuite réélu pendant 40 ans. Oui. Bon. Donc, Tony Larue, qui était député, a décidé de se présenter au Sénat. Le siège était donc vacant. À l'époque, la rivalité était avec les communistes, c'est une circonscription très, très ouvrière. Surtout que c'est le moment de la rupture de l'Union de la gauche, les élections du statut de 78. Mais grâce à l'appui de Tony Larue, parce que moi, personne ne me connaissait, j'ai été élu. Je me rappelle, les affiches qu'on avait faites, c'était « Tony Larue vous demande de voter Laurent Fabius ». C'était comme ça. Bon, toujours est-il que je suis élu aux élections de 78, c'est ça, élections législatives, et je m'implante. Et peu à peu, je suis devenu évidemment normand. Vous avez presque pris la place, fur et à mesure, de Tony Larue, dans le sens où c'est la personnalité, localement, petit à petit, avec beaucoup de respect pour Tony Larue, mais qui, en quelque sorte, donne le là et qui incarne le Parti socialiste sur cette territoire. Alors lui, c'était la SFIO, devenue Parti socialiste, et c'était l'homme fort de la Seine-Maritime. Bon, et
petit à petit, à partir du moment où j'étais à ses côtés, il est resté maire encore pendant longtemps. Moi, j'étais premier adjoint. Mais à partir du moment où je deviens député, et comme en plus j'avais ces fonctions nationales, évidemment, les choses se sont faites largement autour d'une nouvelle génération dont j'étais. Et parallèlement, le Parti socialiste est devenu la grande force du département. Dans le passé, c'était les communistes et le Canuet, le MRP, CDS, qui étaient adversaires d'une certaine manière, mais en même temps... Chacun ayant son territoire. Chacun ayant ses territoires, exactement. Et voilà le Parti socialiste. Qui vient troubler le jeu, du coup. Voilà, notamment le jeune homme que j'étais, qui a bouleversé les choses. Et donc, à partir de là, et avec toute une nouvelle équipe de militants, eh bien, nous sommes devenus la force principale dans ce département. Mais surtout, le point important, c'est que là, c'est là que j'ai tout appris, parce que c'était une société qui était vraiment la réalité de la France. Bon, et j'ai aimé à la fois toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés. J'ai appris mon travail, parce que député, c'est une fonction particulière. En même temps, j'ai gravi les échelons. J'ai été maire aussi, et puis président de région, et puis président de la métropole, de l'agglomération, etc. Et ce qui était surtout formidable, c'est deux choses. D'une part, le contact avec la population, où vraiment je lui dois tout. Et d'autre part, de faire monter toute une génération nouvelle de femmes et d'hommes qui y croyaient et qui ont fait de belles choses. Voilà. Et c'est probablement la fonction qui m'a avec celle de ministre des Affaires étrangères, qui est tout à fait autre chose, mais c'est la fonction qui m'a le plus appris. Et vraiment, quand je pense à toutes ces années, c'est avec beaucoup de reconnaissance et d'émotion. Parce que c'est, excusez-moi, je me coupe, Monsieur le Président, mais c'est quelque chose d'assez spécifique de l'époque. C'est cette capacité qu'avait le Parti socialiste à accompagner, aider, envoyer un certain nombre d'hommes et de femmes repérés, ou de les pousser, quand ils émergeaient sur le terrain, avec, à la conquête électorale, et finalement de construire ces bastions, ce qui deviendront au fur et à mesure ces bastions, au travers d'une succession de mandats. Député, adjoint au maire, conseiller général, vous le serez quelque temps, conseiller régional, vous le serez également. Bref, de constituer autour d'hommes et de femmes ce qui deviendra ce bastion. Est-ce que ça, c'est la marque, c'était une stratégie voulue, y compris au plus haut niveau, puisque vous y participiez, alors petit à petit, progressivement, mais c'est quand même une trajectoire que l'on perçoit vraiment de manière très forte dans les années 70 et au début des années 80. Après, oui, mais c'était à la fois une volonté et quelque chose qui est conforme à l'histoire de la social-démocratie. C'était une volonté. La victoire de 1981, elle est remportée aux élections municipales de 1977. Hein, c'est clair. Bon, normalement, nous aurions dû... Mitterrand avait été battu de peu en 1974. Bon. Et puis se profilaient les élections de 1978, législatives. À l'époque, le gouvernement, c'était le gouvernement Barre. Le Parti socialiste et Mitterrand auraient dû gagner les élections de 1978. Mais c'est produit, c'est là où on peut parler de ruse de la raison historique, c'est produit un événement qui est qui sont les tensions liées au comportement des communistes, etc. Ce qui fait qu'avant les élections de 78, je reviens un peu en arrière, mais ce n'est pas inintéressant, je pense, avant les élections de 78, alors que vraiment la gauche devait les gagner, le Parti communiste, sous la direction de Georges Marchais, a fait une campagne extrêmement virulente qui a eu comme conséquence que le Parti socialiste n'a pas gagné. Bon. Je ne dis pas ça en l'air. Quand on regarde, et vous avez les éléments pour le faire, les archives de l'époque, c'est toute la polémique autour du chiffrage du programme commun.
Et j'ai eu des conversations avec François Mitterrand là-dessus. On avait un programme extrêmement ambitieux qui avait donc un coût qui était déjà très important. Mais les dirigeants communistes de l'époque, en tout cas Marchais, juste avant les élections, ont fait campagne sur le thème le programme commun va coûter encore beaucoup plus cher que ce que vous disent les socialistes. Et non seulement il y aura des ministres communistes au gouvernement, mais, j'exagère, non pas il n'y aura que des ministres communistes, mais c'était, et c'est là où je cite François Mitterrand, l'utilisation de l'anticommunisme de la population pour faire battre les socialistes. Ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais c'était une stratégie finalement négative, mais assez intelligente. C'est-à-dire, la société française n'avait pas envie d'avoir des communistes dirigeant le pays. Et donc, certains dirigeants communistes n'avaient pas envie non plus que François Mitterrand gagne. Et du coup, la thématique, c'était, vous n'allez pas voter quand même pour des socialistes qui s'allient avec des gens comme nous, les communistes. Bon, utilisation de l'anticommunisme de la société française pour faire battre les socialistes. Ça a et pour fonctionné. garder la prééminence à gauche du Parti communiste. Ça a fonctionné. Mais dans mon analyse, alors ça je ne peux pas le prouver, ça, ce que je viens de dire, oui, c'est sûr. Mais ce à quoi je veux venir, c'est que si nous avions gagné, nous les socialistes, en 1978, je pense qu'il aurait été très très difficile de gagner en 1981. Parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons gagné en 1981, c'est la volonté de changement. Bien sûr. C'est le balai. Bon, or, si nous avions gagné en 1978, il est possible, j'allais dire probable, que le sortez les sortants se soit appliqué aux socialistes. Donc, c'est ce que j'appelle la ruse hegelienne de la raison. C'est-à-dire que la défaite de 1978, liée en grande partie à nos alliés, a débouché sur la victoire de 1980. Et moi, j'ai été associé à tout cela, et le moment où les choses ont basculé, alors là, positivement pour l'ensemble des socialistes et de la gauche, ce sont les élections municipales de 1977, où toute une génération nouvelle, dont j'étais, a conquis toute une série de bastions, et l'une des difficultés, 20 ans, 30 ans plus tard, a été que cette génération-là, qui était conquérante, qui y croyait, qui avait une idéologie parfois excessive, mais enfin claire, qui ne se trompait pas dans sa droite et sa gauche, qui était vraiment tout entière attachée à ce qu'elle voulait faire et au service des citoyens, cette génération a pris des responsabilités éminentes dans l'ensemble du pays, et ça a donné ensuite, 81, 86, on en parlera peut-être, qui est une défaite victorieuse. Oui. 88, qui est le retour de François Mitterrand aux responsabilités. Ensuite, c'était plus difficile parce qu'on sait bien qu'un deuxième mandat, je ne dis pas ça par rapport à telle ou telle actualité, non, mais c'est toujours plus difficile que le premier. C'est souvent le dernier. En tout cas, voilà, oui. Intégré dans un mouvement général, mon parcours. Alors, vous faisiez référence à votre victoire de 78, au fait que, notamment grâce à cette victoire, dans un contexte de défaite quand même, oui. Même si la représentation du Parti socialiste progresse à l'Assemblée nationale par rapport à 73, il n'empêche que c'est une défaite. Et du coup, évidemment, il y a un certain nombre de nouveaux députés socialistes, Henri Emmanuelli notamment, également dans les Landes, voilà, et quelques autres, Paul Quilles, etc., qui... ce qu'on appelait les sabras. Les sabras. Et évidemment que je ne peux pas ne pas faire référence à votre participation, qui est restée un peu dans le mythe, dans l'image, au congrès de Metz, oui. Avec cette phrase entre le plan et le marché, et le plan, il y a le socialisme. Bon, qui visait évidemment l'opposition née à François Mitterrand autour de Michel Rocard et... en partie également celle de Pierre Mauroy, qui avait quand même fait alliance avec Michel Rocard. Donc cette phrase, elle dit beaucoup à la fois de la dureté des débats et évidemment aussi de l'offre idéologique du moment. Mais comment vous,
vous l'avez vécu cette phrase, parce que finalement, certes, vous êtes un jeune député, donc vous avez acquis une légitimité par le suffrage, mais malgré tout, vous n'êtes pas encore un des plus grands responsables du Parti socialiste. Donc comment vous, dans votre fort intérieur, vous avez vécu ce moment de monter à la tribune d'un congrès face à une salle difficile, parce que partagée, avec des enjeux, et de sortir cette phrase qui est d'une, non pas une violence verbale, mais qui est d'une clarté assez remarquable quand même, qui est assez forte. Oui, alors, d'abord, prenons la phrase en elle-même. Si intellectuellement on est honnête, ce qui est Notre le cas, je dirais avec euphémisme qu'elle n'a rien d'absurde. Entre le plan, la communiste, soviétique, et le marché, le libéralisme, il y a ce que nous appelons le socialisme. Bon, c'est assez juste, hein, c'est même juste. C'est même plutôt juste. Le problème, c'est le contexte, ce qu'on a fait. Alors, j'étais effectivement jeune député. J'avais quelques connaissances économiques et on m'a affecté aux tâches budgétaires. Donc, c'est moi qui suivais le budget à l'Assemblée. Et le budget, c'est un document important. Ça vous apprend votre métier de député. Et là, j'ai acquis à la fois un certain nombre de compétences qui m'a permis ensuite d'être ministre du budget et une certaine réputation. Bon. Mais le congrès de Metz, c'est un peu autre chose. À l'époque, il y avait un affrontement essentiellement entre François Mitterrand, qui dirigeait le Parti socialiste, et Michel Rocard, qui avait rejoint le Parti socialiste. Et la perspective, c'était l'élection présidentielle de 1981. Le congrès de Metz a focalisé un petit peu tout cela, et selon la façon dont se serait déroulé le congrès de Metz, beaucoup de choses en seraient déduites pour la candidature à l'élection présidentielle. C'était pas bien tendre à l'époque. Mais tout de suite un mot là-dessus, parce que ce sont des choses qui vous intéressent évidemment dans votre recherche historique. D'abord, il y a une tradition au sein des partis socialistes qu'il y ait des mouvements, des idées différentes. Bon. Ensuite, il y a aussi des enjeux de pouvoir et de personnes. Et même si c'est parfois très désagréable et excessif, il faut quand même prendre un peu de hauteur de vue. Dans toutes les sociétés humaines, et même dans toutes les sociétés, y compris au sens commercial, il y a toujours des enjeux de pouvoir. Bon. Et ce serait vraiment étonnant que la seule société dans laquelle il n'y ait pas d'enjeu de pouvoir, ce soit une société qui s'appelle un parti politique, dont l'objectif est précisément de prendre le pouvoir. Bon, je n'ai pas besoin d'être long là-dessus, mais bon. Pas plus que de me convaincre. Vous êtes convaincu. Pas plus que je n'ai besoin d'être long pour dire qu'on n'a jamais vu une idée traverser sur ses petites jambes une salle. L'idée, elle est portée par des femmes, par des hommes. Et donc, qu'il y ait des diversités, parfois même des affrontements, alors c'est là où ça devient parfois désagréable, dans un parti politique, en tout cas un parti politique ouvert, comme l'était à l'époque le Parti socialiste, ça n'a rien de choquant. Simplement, parfois, ça se tend. Et plus les enjeux sont importants, plus ça se tend. Alors, le congrès de Metz, il faut bien se reporter à l'époque. Bon, il y avait cet affrontement entre, pour être simple, Mitterrand et Rocard. Et la thématique autour de Mitterrand, contre Mitterrand, était Mitterrand, c'est un homme de la 4e République, il est âgé. Alors aujourd'hui, la notion d'âge, je la vois pour des raisons mystérieuses. Un petit peu différemment. Bon, il avait, je ne sais pas quel âge, 60 et quelques années, et la présentation, qui avait un certain écho dans la population, c'était Mitterrand, c'est le vieux temps. Et Rocard, c'est le nouveau. Le renouveau. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y avait aussi des divergences idéologiques. Bon, Rocard incarnait une gauche différente, les assises du socialisme. Mitterrand avait fait un choix qui
stratégiquement était un choix très intelligent, consistant à dire, bon, si la gauche veut venir au pouvoir, il faut qu'elle soit unie. Tant que le Parti communiste sera très largement au-dessus du Parti socialiste, la gauche ne pourra pas être victorieuse parce que les Français ne voudront pas de cette union-là. Donc il faut que le Parti socialiste passe devant et en même temps qu'il y ait l'unité. C'était ça, la stratégie très intelligente de Mitterrand, mais très audacieuse aussi. Et là-dessus, évidemment, il y avait une approche, une sensibilité différente des assises du socialisme et de Rocard. Bon, on arrive au congrès de Metz, et il doit y avoir, vous devez avoir sûrement des documents là-dessus. C'était une atmosphère très dure. Je me rappelle que, alors que Mitterrand était le chef du Parti socialiste, alors qu'il avait été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle et presque élu, bon, à l'entrée de la salle, une partie non négligeable de la salle scandait Mitterrand à l'hospice. Bon. Et même quand j'en parle encore, ça me fait quelque chose. Bon. Donc, ça n'était pas d'une tendreté extraordinaire. Bon. Et Mitterrand avait bien compris que s'il voulait contrer cette accusation, Mitterrand, c'est le passé, l'autre, c'est l'avenir, et il était bon qu'il s'entoure de figures nouvelles. Alors, aujourd'hui, elles sont moins nouvelles. Lionel Jospin, Quilès, moi-même, beaucoup d'autres. Bon. Mais à l'époque, nous étions très, très jeunes. Bon. Et moi, j'étais un jeune parmi les jeunes. Bon. La phrase qui a fait le plus réagir, c'est pas celle-là. C'est lorsque j'ai dit, puisque le reproche, vous allez voir à quel point c'était violent, c'était Mitterrand, c'est le socialisme du troisième âge. Je vous vois sourire parce que vous avez ça dans l'esprit, la tête. Socialisme du troisième âge. On disait Mitterrand, le socialisme du troisième âge. Et moi, bon, j'étais jeune et j'ai fait un discours assez fort et j'ai dit, nous voulons bien être le socialisme du troisième âge si le premier âge, c'est celui de Jaurès, le deuxième âge, celui de Blum, et le troisième âge, celui de François Mitterrand. Et ça marque. Évidemment, c'est ce qu'ils appellent retourner. Bon. Donc, voilà. Alors, c'était peut-être un peu excessif ou culotté de ma part, et peut-être que je ne formulerai pas les choses ainsi aujourd'hui. Bon. Mais voilà, mettons ça sur le compte de... Il y a un fond de vérité là-dedans, mais aussi, c'est pour ça que votre question est tout à fait pertinente, ça montre bien l'atmosphère de l'époque, qui était très différente de ce qu'on peut connaître, je ne veux pas trop me rapprocher de l'actualité, à une autre époque. Alors justement, j'en viens, puisque vous en parlez, on va faire un petit peu un saut dans le temps pour respecter le cadre que l'on s'est donné, le cadre de la durée de l'entretien, bien sûr. C'est vos relations avec le Parti socialiste. Vous y aviez fait référence tout à l'heure, vous êtes ministre du Budget, qui en 80 n'est pas une mince affaire, inutile de rebondir dessus. Vous devenez aussi ministre de l'Industrie en 1983, poste extrêmement important, et de la recherche, puisque c'est le moment où il y a le début des politiques de restructuration industrielle, donc c'est vraiment un poste éminemment stratégique. Puis évidemment, le plus jeune Premier ministre de France. Et puis ensuite, je fais le lien parce que ensuite vous occupez d'autres fonctions extrêmement importantes, président de l'Assemblée nationale, on y reviendra, président du groupe, etc. Bref, vous êtes dans toute la vie de ce qui fait le Parti socialiste, du premier comme du second septennat. Et évidemment, il y a des chocs et des relations avec le parti selon les moments qui peuvent être un peu différentes. Et j'insiste d'autant plus dessus que certes, vous êtes au début perçu comme un des proches, très proches du président de la République, mais petit à petit, la vie politique, y compris du parti, s'organise en dehors de François Mitterrand.
parce que ce second mandat induit qu'il n'y en a pas un troisième, et donc évidemment on pense à la suite. C'est vrai pour ce mandat-là, comme c'est sans doute vrai pour tout second mandat. Ce sera la seule incursion que je me permettrai dans l'actualité qui ne nous concerne pas. Donc, et évidemment que vous prenez une place importante dans la vie du parti, puisque vous êtes un de ceux qui animaient un courant qu'on appellera le courant Fabius. Quelle est votre relation avec le parti? Est-ce qu'il y a des évolutions dans la façon même dont vous-même vous percevez le rôle du parti? On vous a souvent accusé à certains moments d'être favorable à un parti des supporters, à un parti démocrate. Accusation lors du congrès de Rennes, par exemple. À d'autres moments, vous êtes, au contraire, vous prenez un discours sur le militantisme, l'importance du militant, etc. Donc, est-ce qu'il y a vous-même, et c'est tout à son honneur, des moments où vous évoluez dans votre vision du parti, ou est-ce que vous avez, selon vous, à la relecture aujourd'hui, un continuum dans votre relation avec le Parti socialiste? Je ne veux pas vous dire de choses inexactes. Et peut-être que ce que je vais dire là est plus discutable que d'autres choses que j'ai pu vous dire. Parce qu'en plus, joue peut-être les effets de la mémoire et parfois même de bonne volonté. On réintroduit une rationalité dans les choses qui n'en avaient pas. Personne, quelque part, parle Bien de sûr. L'illusion rétrospective du vrai. Et c'est vrai. Bon, les événements, ils se produisent. Alors après, quand on y réfléchit, on dit, mais telle chose était nécessairement une cause et telle autre chose une conséquence, alors qu'en fait, c'est beaucoup moins vrai. Beaucoup moins vrai. Bien. Bon, moi j'ai été au départ, je vous l'ai dit, militant de base, ensuite élu, tout en restant militant, et puis à partir des années 81, où j'ai été ministre, bon, je ne me suis pas occupé du Parti socialiste. Bon, j'étais ministre du budget, ministre de la recherche, ministre de l'industrie, Premier ministre, ça suffisait à mon... Je ne sais pas si c'était mon bonheur, mais enfin, à mon emploi du temps. Bon, là où les choses... bon, et donc, voilà, moi, je faisais mon travail, et puis j'attendais du Parti socialiste qu'il fasse le sien. Ce qui est toujours très difficile quand le parti est un parti qui soutient une majorité de gouvernement. Bon, alors... J'imagine qu'il y a des écrits innombrables pour définir quel est le rôle du parti dans l'opposition, le rôle du parti au gouvernement. C'est plus facile de l'écrire que de le vivre. Oui, sans doute. Mais, disons les choses, quand vous êtes dans l'opposition, normalement, si un parti, je parle du Parti socialiste, c'est le seul que j'ai connu, quand vous êtes dans l'opposition, bon, ben, il y a un travail intellectuel à faire, un travail militant à faire, un travail d'opposition à faire, et l'objectif étant la reconquête du pouvoir pour la réussite. Bon, quand vous êtes dans la majorité, bon, le rôle d'un parti, c'est quand même de soutenir la majorité, parce que si le parti lui-même majoritaire se met, je ne fais référence à personne, il n'y a rien, à critiquer le gouvernement, c'est un peu compliqué. En plus, beaucoup de responsables ou de dirigeants sont partis au gouvernement, et donc ceux qui sont restés, je ne dis pas qu'ils sont amers, mais ils sont moins nombreux, et c'était un peu compliqué. Le travail intellectuel devrait continuer, mais il n'est pas très facile, parce que si c'est pour dire la même chose que le gouvernement, ben, il est en train de le faire. Si c'est pour dire autre chose, ça crée un problème. Donc, c'est pas spécifique à la France. C'est toujours très compliqué, quand on est un parti, d'être un parti pour. Hein. Bon, donc, je reviens, début des années 80, je fais mon travail de ministre et je ne suis pas occupé du Parti socialiste. Bon. Et d'ailleurs, en termes, tout à l'heure, vous faisiez allusion aux différents courants d'idées, j'ai le sentiment, enfin, peut-être, oui, que les diversités d'idées s'étaient quand même atténuées et qu'il y avait moins de courants, comme on dit, qu'à d'autres moments. Parce qu'il s'agissait que tout le monde de réussir. Au moment où je suis Premier ministre et où sont les élections, là, il y a un petit signal rouge qui s'allume. Parce que,
Bon, j'étais Premier ministre, se profilent les élections législatives, je deviens Premier ministre après Pierre Mauroy. Pierre Mauroy est un homme de grande valeur, mais il faut bien dire qu'à la fin de son mandat de Premier ministre, les socialistes étaient en grande difficulté. Je crois que nous faisions 20% aux élections européennes. Européenne de 84. Or, moi, ma tâche, quand je suis nommé Premier ministre, c'est de remonter le Parti socialiste à un niveau tel que François Mitterrand, s'il est battu en 86, ce qui est Probable. ce qui est en 80, Aux oui, législatives si nous de sommes battus en 86, puisse disposer d'une force suffisante pour que on ne le sorte pas, j'allais dire, par la peau du dos. Bon. Ça n'est pas... je ne dis pas que nous faisons un triomphe en 86, puisque nous sommes battus, mais nous remontons de 20% à 30 et quelques pourcents, ce qui est quand même considérable. Et j'ai encore dans les yeux, et sûrement vous disposez du film, parce qu'il y a des archives, où le soir des élections de 86, on voit à la fois les battus que nous sommes, qui sommes extrêmement optimistes, et je dis nous reviendrons, et les gagnants qui font grise-mine, le RPR, qui font grise-mine en disant oh là là. Bon. On a échappé de peu à la défaite. Voilà. Bon, mais il s'était produit quand même un événement qui n'est pas anecdotique, c'est que il y avait eu une discussion assez pénible, je dois dire, pour savoir qui allait conduire la campagne. Et à l'époque, ça s'était concrétisé, si je puis dire, focalisé. Est-ce que c'est Laurent Fabius, Premier ministre, qui doit conduire la campagne, ou Lionel Jospin, qui était à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste? Bon, je ne vais pas épiloguer sur les raisons de pas de cet affrontement, enfin de cette discussion, mais elle avait quelque chose d'un peu surréaliste quand même. Et j'ai eu l'occasion d'y réfléchir un peu plus tard. Et je pense que la suite, ce que les uns et les autres pensaient de la suite, n'était pas totalement étranger à ce qui s'est passé à l'époque. En clair, la question était de savoir qui, après François Mitterrand, prenait le lead. Voilà. Et évidemment, bon, donc, un blanc-bec comme moi, Premier ministre, le plus proche collaborateur de François Mitterrand, si en plus je prenais le lead, ça devenait très compliqué après. Bon, toujours est-il que, très bien. Donc déjà à l'époque, je me suis dit, là il y a quelque chose. Bon, je vais vite. Les choses sont devenues encore plus manifestes au moment à la fin du premier mandat de François Mitterrand, lorsqu'il s'est agi de désigner qui allait diriger le Parti socialiste. Bon, là, les choses sont bien connues. Bon, François Mitterrand a dit aux uns et aux autres, écoutez, moi, je pense que c'est Laurent Fabius qui doit prendre la tête. Et là, il y a eu une opposition qui s'est créée pour différentes raisons, mais je pense pour des raisons assez voisines de celles que je viens d'exposer. Pour empêcher. Voilà. Ce qui est un des éléments qui explique le fameux congrès de Rennes, puisqu'auparavant, beaucoup de ces personnes que je cite étaient rassemblées autour de François Mitterrand, et à partir du moment où François Mitterrand s'engageait dans la dernière partie de sa vie, ça devenait un petit peu compliqué. Et donc, ce qui explique, à mon avis, pour une grande part, le congrès de Rennes, même si ce congrès de Rennes a quelque chose d'assez absurde, puisque ce congrès de Rennes, pour éviter que je prenne la direction du Parti socialiste, aboutit à ce que Pierre Mauroy devienne premier secrétaire, et le pauvre Pierre Mauroy, un an plus tard ou 2 ans plus tard, est obligé de venir me demander de devenir en 92, où c'est vous qui prenez la suite. Bon, parce que ça ne marche plus. Bon, mais je cite cela en espérant ne pas être injuste, parce que, à travers ces épisodes, je me suis rendu compte que si je voulais ne pas être écrasé de part et d'autre et avoir quand même une espèce de cheminement politique, il fallait que j'ai des amis organisés au sein du parti. D'où ce fameux courant Fabius, où il y avait à la fois un certain nombre d'idées, mais aussi le fait, puisqu'il s'appelait comme ça, qu'il se proposait de soutenir les espérances
de Laurent Fabius. Voilà l'histoire. Alors après, les choses ont continué, etc. Et il faut tout de suite sauter à 2005. Bon, alors avec le référendum voilà. constitutionnel. Alors, entre-temps, beaucoup de choses se sont produites. On va y revenir parce que c'est effectivement extrêmement important dans l'histoire du Parti socialiste. Oui. Ça s'incarne à un moment, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, les idées ne marchent pas toutes seules, quoi. Elles sont incarnées par des hommes et des femmes. Donc je vais y revenir parce que c'est un moment crucial pour la vie du Parti socialiste. Mais vous avez cité tout à l'heure le courant Fabius. Oui. Comment il marche, ce courant Fabius ? Parce que se le disait tout à l'heure, autant il y a beaucoup d'écrits sur le courant Rocard, le courant Cérès, un peu sur le courant Jospin. Le courant Fabius, ça reste quelque chose d'assez mystérieux. On sait bien que la présidence de l'Assemblée nationale que vous occupiez à l'époque, 88-92, où vous êtes président de l'Assemblée nationale, joue un rôle d'accompagnement, d'aide, etc. Parce que vous occupez c'est pas l'institution en tant que telle, évidemment, mais parce que vous occupez une place importante, évidemment, qu'est le président de l'Assemblée nationale. C'est quand même le quatrième personnage de l'État, donc ce n'est pas rien. Mais comment il fonctionne ? Est-ce que c'est... voilà, il y a une structuration par fédération, il y a des réunions préparatoires au comité directeur, puis conseil national. Comment vous le faites fonctionner ? Écoutez, moi je suis évidemment aujourd'hui très loin de tout ça, à la fois dans l'espace et dans le temps, et puis je n'ai pas d'appartenance politique. Mais si je mobilise ma mémoire sur quelque chose qui m'a occupé pendant pas mal d'années, il n'y a pas de structure, d'organigramme. Mais il y a un certain nombre de femmes et d'hommes militants, aussi bien au niveau local, départemental, national, qui croient dans un certain nombre d'idées au sein du Parti socialiste et qui ont envie de se retrouver autour de moi. Bon, alors, l'organisation, il y a périodiquement des réunions nationales, mais sans que ce soit l'enrégimentement. Et puis, il y a, c'est un mouvement qui repose beaucoup sur les élus locaux. Bon, alors les élus locaux, ils sont assez grands pour faire leur organisation eux-mêmes. Et puis, au moment des congrès, il y a une motion, c'est ainsi que ça s'appelait, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, qui rassemble les amis de Laurent Fabius. Bon, voilà. Et puis, il y a une espèce de fidélité personnelle qui est très importante parce que moi, je crois à cela. Et un positionnement qui est un positionnement qui a pu évoluer, d'ailleurs, selon les moments, en tout cas dans sa perception, qui est un positionnement de... Bon, je ne vais pas me contrefaire, de quelqu'un qui... enfin, d'un courant de pensée qui gouverne, qui sait gouverner, qui n'est pas irresponsable, mais qui, de manière claire, se situe à gauche. Hein, qui est donc, par rapport au gouvernement de droite, dans l'opposition, de manière tout à fait claire. Voilà. Alors, j'embraye tout de suite, sauf si vous voyez un inconvénient, sur 2005. Bon, alors là, on fait un saut dans le temps, mais... oui, entre-temps, entre-temps, il faut comme... bon, il y a des épisodes qui sont liés... bon, le deuxième mandat de François Mitterrand, ce qui se passe ensuite, Lionel Jospin, Premier ministre. Je viens dans son gouvernement comme ministre de l'économie et des finances. Je vous signale en passant, mais peut-être le savez-vous, que alors que... on peut dire, les oppositions entre Lionel Jospin et Laurent Fabius ont quand même été importantes pendant toute une période. Nous sommes devenus excellents amis, puisque j'ai retrouvé Lionel Jospin au Conseil constitutionnel par les nominations, et il se trouve que, sans du tout que ce soit fabriqué et artificiel, nous sommes devenus vraiment de très bons amis. Bon. Comme quoi la vie politique permet tout. Oui, non, comme quoi la vie politique... d'abord, on ne peut pas la refaire, mais aussi,
souvent, on ne connaît pas intimement, et ça joue dans tous les sens, ceux qui sont les plus proches de vous. Hein. Il y a quand même cette dimension-là. Il faut y être attentif. Bon, très bien. Alors, je saute à 2005. 2004, 2005. 2004-2005, bon. Qui fait suite quand même à la défaite de Lionel du premier tour. Et ça joue dans la structuration des débats, etc., du parti en 2004-2005. J'ai aidé Lionel dans sa campagne. J'étais même celui qui était à ses côtés au moment où on apprend la triste nouvelle. Bon, enfin, voilà. Donc, la question est quid par rapport au projet de constitution européenne, etc. Je dis tout de suite que lorsqu'on s'exprime sur ces sujets, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est dire ceux qui votaient non étaient contre l'Europe et ceux qui ont été oui étaient pour l'Europe. Les choses étaient beaucoup plus complexes que ça. Toujours est-il que la question est posée au Parti socialiste comme à tous les autres. Quelle position prendre par rapport à ce projet de constitution européenne? Bon, il y a différentes hésitations et moi, je prends position en disant non, moi je suis vraiment un pro-européen convaincu, mais je ne suis pas partisan de cette constitution parce qu'elle va verrouiller un certain nombre de choses qui n'ont pas à être dans la constitution et du coup rendra impossible une vraie construction européenne. Donc c'est un non, j'allais dire sans paradoxe, pro-européen et non pas un non anti-européen que certains, par ailleurs, je pense à certains communistes ou à d'autres, ont développé. Et donc, je prends cette position au sein du Parti socialiste. À l'époque, c'est François Hollande qui dirige le Parti socialiste. Bon, François Hollande est un ami. J'ai été ministre dans son gouvernement. Il m'a nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Et donc, à ce titre-là, je lui suis reconnaissant. Mais je pense que dans la position qu'il prend, à la fois sur le fond et par rapport à moi-même, il y a des éléments, là je veux m'exprimer de manière diplomatique, qui ne sont pas uniquement liés à l'objet. Il sait très bien que je suis pro-européen, mais se profile l'élection présidentielle 2006. Et lorsque je prends position, parce que c'est ma conviction, pour un non pro-européen à la Constitution européenne, peut-être, chez certains, y a-t-il l'idée que si on peut introduire un clivage qui mette hors jeu Laurent Fabius pour l'élection présidentielle, c'est pas plus mal. Je ne vais pas plus loin dans cette piste que j'esquisse. Ce qui explique d'ailleurs le paradoxe que n'importe quel historien pourrait souligner, que finalement c'est le non qui l'emporte, qu'il l'emporte extrêmement massivement à gauche et chez les socialistes, et que la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il faut écarter Laurent Fabius de la direction du Parti socialiste, ce qui est légèrement paradoxal. Vous voyez, j'en tire aujourd'hui, avec le recul, une leçon... presque un peu d'amusement. Oui, enfin, amusement. Disons que, en étant sérieux, ce qu'il y a derrière, quand même, aussi, c'est qu'alors que la France a voté massivement, majoritairement non, il n'est tenu aucun compte de ce non. Mais que le non se venge ensuite pour le reste. Non, c'est derrière nous. Mais tout ceci pour dire que ces questions-là... alors, à l'époque... J'aurais pu faire un choix différent. Une fois que je me trouve devant ce paradoxe, pour employer un mot neutre, d'un côté, d'avoir pris une position, d'avoir été soutenu à la fois par le peuple français et par la grande majorité de la gauche, une piste aurait pu être de dire, bon, bah, écoutez, voilà, les dirigeants socialistes ont été désavoués, on ne veut plus de moi, moi je crée autre chose. Ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, au final. Oui. Enfin, d'une certaine manière. D'une autre façon. Oui, bien sûr. Non, mais c'est le choix ça n'aurait pas eu la même... Jean-Luc Mélenchon n'est pas Laurent Fabius. J'aurais pu faire ce choix, et un certain nombre de gens me le conseillaient. Je ne l'ai pas fait, sciemment,
parce que je ne voulais pas casser le Parti socialiste. Or, à l'époque, compte tenu de l'atmosphère qu'il faut garder à l'esprit et puis de ce que je pouvais représenter avec mes amis, ça aurait été une cassure très très profonde. Bon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, ensuite, c'était un autre temps. Ségolène Royal a été désignée. D'ailleurs, j'y pense toujours avec le sourire. Il faut là qu'il y ait des études sur ce sujet intéressantes, universitaires. Il y avait trois candidats, qui étaient Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et moi-même. Et Strauss-Kahn et moi-même, nous avons été écrabouillés, pas battus, écrabouillés par Ségolène Royal. Oui. Vous vous en souvenez. Et notamment à l'issue d'un débat sur les questions internationales. Bon, ce qui doit faire réfléchir sur les modalités. Je ne vais pas plus loin. Mais à l'époque, c'était très différent comme organisation de ce que peuvent être des primaires maintenant. Bon, et puis ensuite, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis revenu au gouvernement avec François Hollande à la place que je souhaitais de ministre des Affaires étrangères et j'ai eu l'honneur de ma vie qui a été de préparer et de conduire l'accord de Paris qui aujourd'hui est la référence mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, ensuite, évidemment, je suis sorti complètement de la politique et je suis devant vous. Je voudrais vous poser une dernière question, si vous m'y autorisez, avant de venir sur cet élément institutionnel très rapidement. Vous faisiez référence au traité constitutionnel de 2005 et les conséquences que ça a eu et les choix stratégiques que vous avez faits de ne pas quitter le Parti socialiste à ce moment-là, quand bien même un certain nombre d'amis vous y poussaient, en disant « j'étais trop attaché au parti finalement qui était et je ne voulais pas casser cette machine ». Parce que c'était votre histoire. Oui, enfin, c'était aussi. Pas. Je ne suis trop attaché. Je ne voulais pas être celui. Le Parti socialiste. Je laisse de côté l'actualité, bien sûr, mais je connais l'histoire. J'admire Jean Jaurès, Léon Blum, même si je n'ai pas connu, a été mon maître. Bon, j'ai été le premier appui de François Mitterrand. Je suis l'ami de Lionel Jospin. Je ne voulais pas être celui qui introduisait cette rupture historique. Voilà. Et pourtant, ce qui vous est alors reproché par un certain nombre de responsables du Parti socialiste d'alors, c'est pas tellement la position que vous aviez prise en interne, c'est d'avoir fait fi du vote en interne pour ce que vous disiez, vos amis le disaient à l'époque aussi, c'est un vote de conscience et donc je ne peux pas respecter ou je ne peux pas suivre le vote majoritaire. Et c'est ça qui vous était reproché alors. Non, ça, écoutez, j'ai beaucoup d'admiration pour les jésuites, mais n'entrons pas là-dedans. N'empêche que c'était un des arguments qui était avancé quand même. Oui. Alors, vous savez, argument et argutie, c'est la même origine. Nous sommes d'accord. Bien. Donc, nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord. Je ne sais pas si nous sommes d'accord, mais en tous les cas, j'entends bien ce que vous dites parce que c'est quelque chose, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui revient fréquemment encore. Oui, non, maintenant, non. Mais ce qui était intéressant aussi, alors là, si on réfléchit de manière plus large, au-delà du seul Parti socialiste, c'est à quel point la doxa ne pouvait pas accepter l'idée qu'on soit pro-européen et qu'on n'accepte pas ces traités constitutionnels. Ça, il y a certainement des études là-dessus que je n'ai pas lues. Bon, parce que il faudrait reprendre, mais ça n'aurait qu'un intérêt rétrospectif, quoique. Et puis c'est très difficile de refaire l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si? Mais je pense en particulier, je ne développerai pas, à toute la partie économique et budgétaire. On parle d'un certain nombre d'évolutions positives qui sont intervenues depuis récemment. Mais elles étaient absolument impossibles avec le traité constitutionnel, absolument.
Je terminerai juste, Monsieur le Président, par une dernière petite incise qui me permet, tout en respectant la neutralité qui est la vôtre comme président du Conseil constitutionnel, vous avez donc été parlementaire pendant de longues années, président de l'Assemblée nationale à 2 reprises, ministre, on l'a dit, à différents moments en plus, j'allais dire avant le quinquennat, après le quinquennat. Vous avez été évidemment Premier ministre. Bref, vous avez, et aujourd'hui vous êtes président du Conseil. Vous avez été donc dans des positions à des moments différents et dans des positions donc institutionnelles extrêmement variées qui vous donnent sans doute un recul peut-être plus grand que d'autres par rapport à nos institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et ce qui est frappant souvent, c'est parfois la difficulté de la gauche de réfléchir posément sur les institutions, non pas telles qu'elles devraient être, mais telles qu'elles sont et comment on les gère telles qu'elles sont, et peut-être voire même les faire évoluer. Mais c'est surtout la place du Conseil constitutionnel qui a été quand même pendant longtemps à gauche, qui gênait un peu, parce que cette histoire d'une autorité supérieure au législateur, qui peut dire au législateur ce qui est du droit et ce qui ne l'est pas, ce qu'il peut faire ou s'il veut faire telle chose, alors il faut qu'il modifie le texte fondateur, ce qui évidemment ne se fait pas tous les 4 matins. Comment vous avez, tout au long de votre propre parcours politique, parlementaire, ministériel, vu cette évolution? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça y est, j'allais dire presque l'évolution culturelle est faite et que, en tous les cas, dans ce qui est notre famille politique, elle est admise, cette prééminence du droit? Alors, je vous reprends dans notre famille politique. Moi, je ne fais plus de politique. Oui, donc, en tous les cas, ce qui fut notre famille politique. Alors, vous m'interrogez sur la perception qu'on a du Conseil constitutionnel. Il faut dire d'abord à ceux qui ne sont pas grands spécialistes du droit, c'est quand même la majorité de nos concitoyens, que le rôle du Conseil constitutionnel a énormément évolué. Bon, à l'origine, je reprends une formule qui a été utilisée par des juristes, le Conseil constitutionnel était le chien de garde de l'exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le général de Gaulle a créé l'institution Conseil constitutionnel, en termes clairs, il y avait une majorité gaulliste au Parlement, en tout cas à l'Assemblée, mais le général de Gaulle voulait s'assurer que si jamais il y avait quand même un écart de cette majorité parlementaire, cet écart pourrait être brisé ensuite. Et donc, d'où cette expression, chien de garde de l'exécutif. Je dirais, d'une manière un petit peu familière, que si on ne pouvait pas rectifier les choses au tirage, on le faisait au grattage. Bon. Sans porter du tout critique contre les membres éminents qui étaient ceux du Conseil constitutionnel. Et puis, il faut dire aussi que ces membres éminents n'étaient pas proches du burn-out, puisqu'il y avait 5 ou 6 décisions par an. Ce qui a un peu changé depuis. Ce qui a changé beaucoup depuis. Donc ça, c'est 58. Bon. Ensuite, il y a 3 étapes que je dis en peu de mots. Première étape, voilà qu'en 1971, et exactement le 16 juillet 1971, les membres du Conseil constitutionnel décident, alors là, en tant que Cour suprême, si je peux dire, que leurs décisions ne doivent pas s'appuyer seulement sur la Constitution de 58, qui règle essentiellement les rapports entre le Premier ministre, le Parlement, le Président, mais aussi les principes du droit, tels qu'ils sont contenus dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans le préambule de la Constitution de 46, et d'une manière générale dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc, quand le Conseil remplit son office, et son office c'est quoi? C'est comparer les lois avec la Constitution. Il ne va plus, à partir de 71, comparer seulement les lois avec la Constitution de 58, mais avec les principes du droit. Et évidemment, c'est beaucoup plus important. Les principes du droit, c'est les grandes libertés, la liberté d'association, la liberté d'entreprise, le droit de grève, enfin ce qui fait la laïcité, etc. Bien. Ça, c'est première étape. Et donc, du coup, le contrôle du Conseil constitutionnel s'élargit. Deuxième étape, Giscard d'Estaing, M. Giscard d'Estaing, qui en 1974 décide que le Conseil va pouvoir être saisi, non pas seulement par le
président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, mais aussi par 60 députés ou sénateurs, c'est-à-dire possiblement par l'opposition. Alors, par la majorité, le cas échéant, ou par telle fraction de la majorité, mais par l'opposition. Et évidemment, du coup, ça ouvre le champ. Et troisième étape, avec M. Sarkozy, ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, ça c'est en 2008, appliqué en 2010, donc il y a très peu de temps, il y a 11 ans, qui est quoi? Jusqu'à cette réforme, seules les lois futures pouvaient être déférées au Conseil. Une fois qu'elles ont été votées, mais avant d'être promulguées, 60 députés ou sénateurs peuvent dire attention, je pense que la loi, l'article 22, l'article 63 est contraire à la Constitution, le Conseil est saisi. Mais la réforme dite QPC, question prioritaire de constitutionnalité, rend possible devant n'importe quel tribunal, le tribunal des prud'hommes, première instance, etc., de dire Monsieur le Président, dans cette affaire qui me concerne, vous voulez appliquer la loi de 1928, la loi de 1974, mais moi je pense qu'elle est contraire au principe du droit. Et à ce moment-là, il y a un système de filtre, ça monte soit à la Cour de cassation, soit au Conseil d'État, et s'il y a un motif sérieux, c'est renvoyé au Conseil constitutionnel qui peut dire ben oui, cette loi qui a été appliquée jusqu'à présent dans telle ou telle de ses dispositions, et non. Ça ne va pas, c'est pas contraire, c'est pas conforme au principe du droit. Du coup, aujourd'hui, nous ne sommes pas saisis de 5 affaires par an, mais de 100 par an. Et essentiellement, c'est ce QPC. Alors, du coup, évidemment, ça change le mécanisme, enfin la place du Conseil constitutionnel, et ça lui donne une place qui est l'équivalent des cours suprêmes dans la plupart des pays. Mais la question que vous posez est un petit peu différente, même si c'est relié. Pour y répondre, je dirais la chose suivante. Si on interroge les Français comme ça, sans qu'ils y aient réfléchi particulièrement, est-ce que vous pensez que les parlementaires qui font la loi peuvent faire n'importe quelle loi? Ils vont répondre, oui, ils font la loi. Non. Parce que dans les démocraties, j'allais dire, supérieures, comme la France, les parlementaires, bien sûr, font la loi. Mais cette loi doit être conforme à quelque chose qui est supérieur à la loi ordinaire, qui est la Constitution et les principes du droit. Et c'est ça qui caractérise les démocraties les plus avancées. Et il faut bien qu'il y ait des gens, on les appelle les sages, j'espère que c'est vrai, hommes et femmes, qui contrôlent si oui ou non la loi ordinaire est conforme à ces principes. Et c'est ça la tâche du Conseil constitutionnel. Ça ne signifie pas du tout que les parlementaires peuvent moins faire la loi, mais ça signifie que, Montesquieu le disait déjà, en d'autres termes, la loi doit être conforme à un cadre plus général qui sont les principes du droit. Et ce qui est significatif, c'est que, alors que jusqu'ici, peut-être cette notion était moins présente, mais avec le développement du Conseil constitutionnel, évidemment, comme le Conseil prend des décisions sur beaucoup de sujets, ça devient plus sensible. Et, je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin, mais dans le contexte actuel, vous m'interrogez au mois de décembre 2021, j'observe quand même pas mal de hautes personnalités qui voient cette régulation issue de Montesquieu, du général de Gaulle et de ce qu'est une démocratie supérieure, voient avec quelques difficultés cette régulation. Ce qui n'est que la traduction des démocraties, alors je ne sais pas comment il faut dire, supérieures ou avancées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les pays, je pense notamment à des pays d'Europe de l'Est, où les gouvernements mettent en cause l'ordre juridique, la démocratie, les premiers à être attaqués, ce sont les conseils constitutionnels. Donc il y a là un grand champ de réflexion, tellement grand que je ne m'y appesantirai pas. Ce soir. Ce soir. Merci, Monsieur le Président. Non, merci à vous. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.